La trahison n'arrive pas en criant. Elle arrive par la voix de celui que vous avez aimé toute votre vie, un matin d'hiver ordinaire, pendant que vous préparez votre café en croyant encore appartenir au monde que vous avez construit. C'était un jeudi, le 7 février. Lyon se réveillait sous un brouillard glacé qui montait de la Saône, ce froid humide qui pénètre les os et ramène des souvenirs qu'on préfère oublier. J'étais dans la cuisine de mon appartement rue de la République, cet immeuble d'angle avec de hautes fenêtres donnant sur la place, quand le téléphone a sonné. Le nom sur l'écran, Mathis, mon fils unique. J'ai décroché le cœur serré, parce qu'une mère sent ces choses-là. Une mère sait toujours quand quelque chose ne va pas, même avant d'entendre le premier mot. La voix de Mathis était étrange, trop contrôlée, comme quelqu'un qui a répété ce qu'il allait dire. Il est allé droit au but, sans détour, sans préparation. Il m'a dit qu'il se mariait le lendemain dans une cérémonie à Versailles, au château de la Colle-Noire, un endroit qui coûte une fortune à louer. Il m'a dit qu'il avait retiré l'argent de mes comptes parce qu'il devait payer le mariage, la lune de miel, les préparatifs. Il m'a dit qu'il avait vendu mon appartement parce que Clémence trouvait que c'était un mauvais investissement et que l'argent serait mieux utilisé pour acheter une maison à leur nom à Neuilly-sur-Seine. Et puis, avec la même voix calme de quelqu'un qui commente la météo, il m'a dit que je ne pouvais pas venir au mariage. Ma belle-mère, Geneviève Moreau, ne m'aimait pas. Elle trouvait que ma présence serait gênante, que je ne correspondais pas au profil des invités, qu'il valait mieux pour tout le monde que je reste à Lyon et que je leur souhaite simplement du bonheur de loin. Je suis restée muette, complètement muette. Je n'arrivais pas à comprendre ce que j'entendais. Mon fils, le petit garçon que j'avais bercé quand il pleurait de coliques, que j'avais consolé quand il avait eu son premier chagrin d'amour à l'école, que j'avais encouragé quand il doutait de lui-même, ce même fils me disait que j'avais été volée, jetée et exclue de sa vie comme si j'étais un vieux meuble qui ne servait plus à rien. Et puis je l'ai entendu, ce rire, étouffé mais reconnaissable. Clémence était à côté de lui, elle écoutait tout, elle riait de mon humiliation. Elle riait parce qu'elle avait réussi. Elle avait arraché mon fils de moi, elle avait pris mon argent, elle m'avait transformé en rien. Mathis m'a demandé si j'allais bien, si j'avais tout compris. J'ai répondu que oui, avec un calme dont je ne savais même pas d'où il venait. J'ai dit que je comprenais parfaitement, que je leur souhaitais beaucoup de bonheur à lui et à Clémence, que j'espérais qu'ils seraient très heureux ensemble. Il a semblé soulagé. Il m'a remercié pour ma compréhension. Il a dit qu'il savait que je comprendrais, que j'avais toujours été une mère sensée. Il a raccroché. Je suis restée là, debout, au milieu de la cuisine, le téléphone à la main et le café qui refroidissait sur la cuisinière. Lyon continuait à se réveiller dehors, indifférente à ma douleur. Les gens allaient au travail, les magasins ouvraient, la vie continuait comme si rien ne s'était passé. Mais pour moi, tout était fini. Ou du moins, c'est ce que mon fils croyait. Laissez-moi revenir au début, pour que vous compreniez comment j'en suis arrivée là. Mathis est né quand j'avais 28 ans, fruit d'un mariage qui semblait parfait de l'extérieur, mais qui était pourri de l'intérieur. Mon mari, Laurent Vaillard, était ingénieur civil, un homme respecté à Lyon, propriétaire d'une entreprise de construction qui érigeait des immeubles élégants dans toute la région Rhône-Alpes. Pour le monde, nous étions le couple idéal. Pour moi, c'était une prison silencieuse où chaque jour, je devenais plus petite, plus invisible, plus insignifiante. Laurent contrôlait tout, l'argent, les décisions, même les vêtements que je portais. Il disait qu'il faisait ça parce qu'il m'aimait, parce qu'il voulait me protéger. Mais la protection qui étouffe n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Quand Mathis est né, j'ai pensé que tout changerait. J'ai pensé que j'aurais enfin quelqu'un qui me regarderait avec une vraie admiration. Quelqu'un qui dépendrait de moi non pas comme d'une propriété, mais comme d'un refuge. Et pendant des années, c'était exactement comme ça. Mathis était mon monde. Je l'emmenais à l'école tous les matins. Je l'attendais à la porte quand il sortait. Je l'aidais avec ses devoirs. Je préparais ses plats préférés. J'écoutais ses histoires sur ses amis et ses professeurs. Pendant que Laurent construisait des immeubles, moi, je construisais un fils. Ou du moins, c'est ce que je croyais faire. Laurent est mort quand Mathis avait 17 ans.
crise cardiaque foudroyante sur un chantier à Grenoble. D'un coup, je me suis retrouvée veuve, responsable d'un adolescent rebelle et d'une entreprise que je n'avais aucune idée de comment gérer. C'est là que j'ai découvert que mon mari avait tout très bien organisé, non pas par générosité, mais par méfiance. Il y avait des clauses, des protections juridiques, des documents enregistrés dans des études notariales à Strasbourg et Annecy qui garantissaient que rien ne pouvait être vendu ou déplacé sans l'autorisation expresse de 3 avocats différents. Laurent pensait que j'étais trop incompétente pour m'occuper seule du patrimoine. Ironiquement, cette méfiance allait devenir mon salut des décennies plus tard. J'ai vendu l'entreprise de construction pour un montant juste et j'ai investi l'argent de façon conservatrice en suivant les conseils d'un avocat de confiance que Laurent avait. J'ai acheté l'appartement rue de la République, j'ai mis Mathis dans une bonne école privée et je me suis consacrée à être la meilleure mère possible. Il est entré à l'université, il a obtenu son diplôme en gestion, il a commencé à travailler dans une entreprise de conseil à Paris. J'étais fière de chacune de ses réussites, de chaque promotion, de chaque fois qu'il m'appelait pour me parler des projets importants qu'il gérait. Je pensais avoir tout fait correctement. Je pensais que mon fils était l'homme intègre que j'avais élevé. Et puis, il y a 2 ans, il m'a présenté Clémence. Elle est apparue un dimanche d'automne, quand Mathis est venu me rendre visite à Lyon. Elle portait un manteau Chanel blanc, un sac Hermès, des chaussures qui coûtaient probablement plus cher que ma facture d'électricité annuelle. Des cheveux blonds parfaitement coiffés, un maquillage impeccable, ce genre de beauté construite dans des salons chers du 6e arrondissement. Elle m'a salué avec 2 bises froides, a regardé autour de mon appartement avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et a commenté, d'une voix trop douce pour être sincère, que l'endroit avait un charme vintage intéressant. Vintage. Comme si ma vie était une pièce d'antiquaire. Mathis était transformé en sa présence. Il riait à des blagues qui n'étaient pas drôles. Il était d'accord avec des opinions absurdes. Il se pliait pour satisfaire chacun de ses caprices. Pendant le déjeuner, Clémence a parlé sans arrêt de sa famille, les Moreau, qui avaient des entreprises d'importation, des propriétés à Cannes, des connexions politiques importantes. Elle a dit que sa mère, Geneviève Moreau, était une femme de vision, qui savait ce qui était le mieux pour la famille et qui ne tolérait pas les gens qui n'étaient pas à la hauteur du nom Moreau. Elle m'a regardé quand elle a dit ça et j'ai parfaitement compris le message. Je n'étais pas à la hauteur. J'étais le passé provincial que Mathis devait laisser derrière lui s'il voulait appartenir au monde des Moreau. Dans les mois qui ont suivi, les appels de Mathis sont devenus plus rares. Quand il appelait, il parlait vite, toujours pressé, toujours avec Clémence en arrière-plan disant qu'ils avaient un rendez-vous, un dîner, une réunion. Il a arrêté de venir me voir. Il a arrêté de me demander comment j'allais. Il a arrêté d'être mon fils et est devenu le fiancé de Clémence Moreau, un accessoire bien éduqué dans son monde de luxe et d'apparence. Et puis est venu cet appel. Jeudi, 7h du matin. Je préparais mon café quand le téléphone a sonné. J'ai vu son nom sur l'écran et j'ai décroché immédiatement, avec cette attente stupide de mère qui croit encore que son fils appelle parce qu'il a de la nostalgie. Sa voix était différente, ferme, trop adulte, trop froide. Je suis restée là, debout dans la cuisine, le téléphone à la main et le café qui refroidissait sur la cuisinière. Lyon continuait à se réveiller dehors, indifférente à ma douleur. Les gens allaient au travail, les magasins ouvraient, la vie continuait comme si rien ne s'était passé. Mais pour moi, tout était fini. Ou du moins, c'est ce que mon fils croyait. Parce que Mathis ne savait pas une chose. Il ne savait pas que ces clauses que Laurent avait créées étaient toujours actives. Il ne savait pas que pour vendre l'appartement ou retirer l'argent des comptes principaux, il fallait la signature de 3 avocats et mon autorisation express, reconnue par un notaire. Il ne savait pas que l'appartement qu'il croyait avoir vendu était toujours à mon nom, protégé par des documents qu'il n'avait jamais vus. Il ne savait pas que l'argent qu'il croyait avoir volé était dans des comptes qui exigeaient des authentifications biométriques et des mots de passe que seul je connaissais. Mathis avait vendu une illusion. Il avait volé un fantôme. Et demain, quand il serait devant 300 invités au château de la Colle Noire, entouré de la famille Moreau et de Clémence, dans sa robe de mariée très chère,
il découvrirait que sous-estimer sa vieille mère provinciale avait été la plus grande erreur de sa vie. J'ai bu mon café lentement, en regardant le brouillard se dissiper sur la Saône. J'avais toute une journée devant moi, une journée pour préparer la leçon que mon fils n'oublierait jamais, parce qu'il y a des choses qu'une mère pardonne. Mais la trahison n'en fait pas partie. Si vous aussi, vous avez déjà senti que vous avez été jeté par ceux que vous aimiez le plus, que votre histoire a été effacée comme si elle n'avait jamais compté, laissez un like sur cette vidéo et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Votre présence ici compte déjà beaucoup pour moi, parce que je sais que vous comprenez exactement ce que je ressens. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis des années. Lyon était encore plongé dans la brume hivernale, mais à l'intérieur de mon appartement, tout était lumineux, net, précis. J'avais passé la nuit précédente au téléphone avec Maître Rousseau, l'avocat qui avait géré les affaires de Laurent et qui, par loyauté envers mon défunt mari, avait continué à veiller sur mes intérêts juridiques au fil des décennies. Cet homme de 70 ans, avec sa voix posée et son expérience inébranlable, avait écouté mon histoire sans m'interrompre une seule fois. Quand j'eus terminé, il y eut un long silence. Puis il dit simplement que justice serait faite, que les documents étaient en ordre et que Mathis allait apprendre une leçon qu'il n'oublierait jamais. Je me suis habillée avec soin ce matin-là. Pas pour impressionner, mais pour me sentir forte. Une robe bleu marine que j'avais achetée des années auparavant pour un mariage à Strasbourg, des chaussures confortables mais élégantes, un foulard en soie que ma mère m'avait offert avant de mourir. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu une femme que j'avais oubliée. Pas la mère dévouée et effacée, pas la veuve silencieuse, mais Éléonore Vaillard, née Schaeffer, une femme d'Alsace qui avait survécu à un mariage étouffant, à la perte d'un mari, à des années de solitude, et qui n'allait certainement pas se laisser détruire par un fils ingrat et une belle-fille arrogante. Le mariage était prévu pour 15 heures au château de la Colle-Noire, à Versailles. Un lieu somptueux, avec des jardins à la française, des salons ornés de dorures et de miroirs immenses, le genre d'endroit où l'argent parle plus fort que l'amour. Clémence avait choisi cet endroit pour impressionner, pour montrer à tous que les Moreau appartenaient à un monde à part, un monde où les gens comme moi n'avaient là pas leur place. Maître Rousseau avait organisé tout avec une précision chirurgicale. 3 avocats seraient présents, chacun portant des documents certifiés, prouvant que la vente de l'appartement était frauduleuse, que les comptes bancaires étaient protégés par des clauses légales inviolables et que Mathis avait commis une fraude grave en se faisant passer pour le propriétaire légitime de biens qui ne lui appartenaient pas. Je suis partie de Lyon à 9 heures du matin, en train. Le TGV filait à travers les paysages enneigés de la Bourgogne, traversait les plaines gelées de l'Île-de-France, et moi, assise près de la fenêtre, je regardais défiler ma vie. Les souvenirs de Mathis enfant, ses premiers pas dans notre jardin à Colmar, ses rires quand je le poussais sur la balançoire, ses larmes quand il tombait et venait se réfugier dans mes bras. Où était passé cet enfant? Quand exactement avait-il cessé de m'aimer pour commencer à me mépriser? Était-ce quand il était parti à Paris? Était-ce quand il avait rencontré Clémence? Ou était-ce bien avant, quand il avait compris que je n'étais qu'une femme ordinaire, sans fortune spectaculaire, sans connexion mondaine, juste une mère qui faisait de son mieux? Arrivé à Paris, j'ai pris un taxi jusqu'à Versailles. Le chauffeur, un homme d'une 50aine d'années avec un accent du sud-ouest, m'a demandé si j'allais à un mariage. J'ai souri et répondu que oui, en quelque sorte. Il a commenté que j'avais l'air calme pour quelqu'un qui se rendait à une fête. Je lui ai dit que le calme était parfois la meilleure arme. Il a ri, pensant que je plaisantais. Je n'ai rien ajouté. Le château de la Colle-Noire était encore plus impressionnant que sur les photos. Les grilles dorées, les allées bordées de statues, les fontaines qui crachèrent de l'eau même en plein hiver. Des voitures de luxe stationnaient partout, des Mercedes, des BMW, des Porsche. Des hommes en costumes impeccables et des femmes en robes de haute couture descendaient et se dirigeaient vers l'entrée principale. Je suis restée un moment à l'écart, observant ce monde auquel mon fils voulait tant appartenir. Un monde de façades brillantes et de cœurs vides.
Maître Rousseau m'attendait près de l'entrée latérale, accompagné de 2 autres avocats, Maître Blanchard et Maître Dufresne, tous deux vêtus de costumes sombres, portant des mallettes en cuir qui contenaient les preuves irréfutables de la fraude de Matisse. Ils m'ont salué avec respect, m'ont assuré que tout était sous contrôle et que l'intervention aurait lieu au moment le plus stratégique, juste avant l'échange des vœux, quand tous les invités seraient réunis et attentifs. Je suis entré discrètement dans le château, évitant les regards, me fondant dans le décor comme une ombre. Le salon principal était magnifique, décoré de roses blanches, de lys, de candélabres en cristal. Les chaises étaient recouvertes de tissus ivoires, les allées parsemées de pétales. Au fond, près de l'autel improvisé, se tenait Matisse, mon fils. Il portait un smoking noir parfaitement ajusté, ses cheveux coiffés en arrière, son visage rayonnant d'un bonheur que je ne reconnaissais pas. À côté de lui, Clémence, resplendissante dans une robe de mariée signée par un grand couturier, probablement payée avec l'argent qu'elle croyait avoir volé. Elle souriait, saluait les invités, jouait son rôle de princesse moderne avec une aisance qui me donnait envie de vomir. Je me suis assise au fond, dans un coin sombre, là où personne ne me remarquerait. Autour de moi, les invités bavardaient, riaient, prenaient des selfies, complimentaient la décoration, admiraient le couple parfait. Personne ne savait que dans quelques minutes, ce conte de fées allait se transformer en cauchemar. Personne ne savait que la mère exclue, humiliée, volée, était là, attendant le moment parfait pour rétablir la vérité. La cérémonie a commencé. Un officiant élégant, probablement payé une fortune, a pris place devant Matisse et Clémence. Il a parlé de l'amour éternel, de l'union sacrée, de la famille qui se construit sur la confiance et le respect. Chaque mot me brûlait. Confiance, respect. Ces mots n'avaient aucun sens dans la bouche d'un fils qui avait trahi sa mère sans le moindre remords. L'officiant a demandé s'il y avait quelqu'un dans l'assemblée qui s'opposait à cette union. Le silence habituel. Personne n'ose jamais s'opposer dans ces moments-là, sauf que cette fois, ce silence a été brisé. Pas par moi, mais par Maître Rousseau, qui s'est levé calmement, suivi de ses 2 collègues, et s'est avancé vers l'autel avec une autorité tranquille qui a figé toute la salle. Matisse m'a vu. Nos regards se sont croisés, et j'ai vu la panique envahir ses yeux. Clémence, elle, m'a regardé avec un mélange de confusion et de mépris, comme si elle ne comprenait pas ce qu'une vieille femme comme moi faisait là. Geneviève Moreau, assise au premier rang, s'est levée d'un bond, furieuse, exigeant de savoir ce que signifiait cette interruption. Maître Rousseau a souri poliment et a expliqué, d'une voix claire et posée, que cette union ne pouvait avoir lieu tant que certaines questions légales n'étaient pas résolues. Il a sorti les documents, les a remis à l'officiant, puis s'est tourné vers Matisse et Clémence. Il a expliqué que la vente de l'appartement de Lyon était invalide, que les comptes bancaires n'avaient jamais été vidés, que tout ce que Matisse avait cru voler appartenait toujours légalement à Éléonore Vaillard et était protégé par des clauses que seul un tribunal pouvait lever. Le silence qui a suivi était assourdissant. 300 invités retenaient leur souffle. Clémence est devenue blanche comme sa robe. Matisse a balbutié, cherchant des mots qui ne venaient pas. Geneviève Moreau, rouge de rage, a crié que c'était un scandale, une humiliation, que les Vaillard allaient le payer pour cet affront. Mais Maître Blanchard, avec un calme glacial, lui a rappelé que la seule personne qui avait commis une fraude était Matisse, et que si les Moreau souhaitaient poursuivre cette affaire devant les tribunaux, ils seraient les bienvenus. Je me suis levée. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai avancé lentement vers l'autel, sans hâte, savourant chaque pas. Quand je suis arrivée devant Matisse, je l'ai regardé droit dans les yeux. Il tremblait. Mon fils, qui m'avait trahi avec tant de légèreté, tremblait comme un enfant pris en faute. Je lui ai dit, d'une voix calme mais ferme, que j'avais passé ma vie à le protéger, à l'élever, à croire en lui. Que j'avais sacrifié mes rêves pour qu'il puisse réaliser les siens. Mais que trahir sa mère, voler ce qui ne lui appartenait pas, me jeter comme un déchet, ça, c'était impardonnable. Je lui ai dit qu'il avait fait un choix, qu'il avait choisi l'argent, le prestige, une femme qui ne l'aimait que pour ce qu'il pouvait lui offrir. Et maintenant, il devrait vivre avec ce choix, sans moi, sans mon pardon, sans mon amour.
Clémence a essayé de parler, de se défendre, mais je ne lui ai même pas accordé un regard. Elle n'existait pas pour moi. Elle n'était qu'une ombre, un fantôme de richesse et de vanité. Je me suis tournée vers l'Assemblée et j'ai dit que parfois, les mères doivent laisser leurs enfants tomber pour qu'ils apprennent à se relever. Que parfois, l'amour le plus dur est celui qui dit non. Puis, je suis partie, sans me retourner, sans larmes. Maître Rousseau et ses collègues m'ont suivi. Derrière moi, j'ai entendu des murmures, des exclamations, le chaos qui explosait dans ce salon autrefois si parfait. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Dehors, la neige avait commencé à tomber doucement sur Versailles. J'ai respiré profondément, sentant le froid pur remplir mes poumons. J'étais libre. Pour la première fois depuis des décennies, j'étais vraiment libre. Les semaines qui ont suivi ont été étranges, silencieuses. Lyon continuait sa vie habituelle. Les rues se remplissèrent de gens pressés. Les cafés accueillaient leurs habitués. La Saône coulait tranquillement sous les ponts. Mais pour moi, tout avait changé. Mon appartement que j'avais cru perdu était toujours là, intact, légalement protégé. Mon argent, que je pensais volé, restait sur mes comptes, inaccessible sans mes autorisations. Mathis avait tout perdu ce jour-là à Versailles. Pas seulement l'argent qu'il espérait, pas seulement le mariage somptueux qu'il avait planifié, mais quelque chose de bien plus précieux, sa crédibilité, sa dignité et sa mère. Les premiers jours après Versailles, je me suis réveillée avec une sensation étrange. Ce n'était pas de la joie, ni du soulagement complet, mais plutôt une forme de paix inquiète, comme après une tempête qui a tout détruit, mais qui laisse enfin place au silence. Je marchais dans les rues de Lyon avec un regard différent, remarquant des détails que je n'avais jamais vus auparavant. Les façades anciennes restaurées avec soin, les petites librairies cachées dans les ruelles du vieux Lyon, les terrasses où les gens riaient ensemble sans se soucier du lendemain. Pendant des années, j'avais traversé cette ville comme une ombre, concentrée uniquement sur mon rôle de mère, sur mes responsabilités, sur mes inquiétudes pour Mathis. Maintenant, libérée de ce fardeau, je redécouvrais le monde. Maître Rousseau m'a tenu informé des conséquences juridiques avec une régularité presque paternelle. Il m'appelait tous les vendredis après-midi, me racontant les développements avec une voix calme qui ne trahissait aucune émotion, mais je sentais qu'il était satisfait de voir la justice suivre son cours. Mathis avait essayé de plaider l'ignorance, prétendant qu'il ne savait pas que les biens étaient du protégé, que Clémence l'avait influencé, qu'il regrettait profondément. Mais les preuves étaient accablantes. Il avait signé des documents falsifiés, présenté de fausses procurations, menti à des notaires. La fraude était claire, intentionnelle et grave. Les Moreau, horrifiés par le scandale et craignant pour leur réputation si soigneusement construite au fil des générations, avaient rompu tout contact avec lui du jour au lendemain. Clémence avait annulé le mariage le jour même, refusant catégoriquement d'être associée à un homme qui n'avait ni fortune ni honneur. Geneviève Moreau, cette femme hautaine qui m'avait jugée indigne de son cercle, avait même déposé une plainte contre Mathis pour avoir sali le nom de sa famille, comme si ce nom était une relique sacrée qu'il avait profanée. Mon fils s'est retrouvé seul, complètement seul, abandonné par celle qu'il avait choisie au détriment de sa mère, rejeté par la famille qu'il voulait tant impressionner, poursuivi par la justice pour ses actes, et moi, la mère qu'il avait méprisée, humiliée, volée. J'étais la seule personne au monde qui aurait pu lui tendre la main. Mais je ne l'ai pas fait. Pas par cruauté, mais par nécessité. Parce que certaines leçons ne s'apprennent que dans la douleur. Parce que le pardon facile n'enseigne rien. Il ne fait que perpétuer les mêmes erreurs. Mathis a essayé de me contacter plusieurs fois, avec une insistance qui ressemblait presque au désespoir. D'abord par téléphone. Des appels que je n'ai pas décrochés, laissant mon portable vibrer sur la table de la cuisine pendant que je buvais mon café en regardant par la fenêtre. Puis par message, des textes désespérés où il disait qu'il était désolé, qu'il avait fait une erreur terrible, qu'il voulait tout arranger, qu'il ne comprenait pas comment il avait pu en arriver là. Je lisais chaque message, lentement, cherchant dans ces mots une compréhension réelle de ce qu'il avait fait. Mais je ne trouvais que du regret pour les conséquences, jamais de vraie compréhension de la trahison elle-même. Je n'ai répondu à aucun,
Le silence, j'avais appris, était parfois la réponse la plus puissante. Puis il est venu à Lyon. C'était un samedi matin de mars, sous une pluie glaciale qui transformait les pavés en miroirs gris. J'étais dans mon salon, en train de lire un livre sur l'histoire de l'Alsace, quand j'ai entendu la sonnette. Je me suis levée, j'ai regardé par l'œilleton. Mathis était là, trempé jusqu'aux os, les cheveux collés sur le front, les yeux rouges et gonflés, l'air complètement brisé. Il portait le même manteau qu'il avait à Versailles, mais il semblait 10 ans plus vieux. Il a frappé à la porte, d'abord doucement, puis plus fort. Il a appelé « Maman, s'il te plaît, ouvre, je sais que tu es là, il faut qu'on parle, je t'en supplie. » Sa voix tremblait, cassée par l'émotion et probablement par le froid. Il est resté là pendant presque 1 heure, alternant entre les supplications et les silences lourds, espérant peut-être que je finirais par céder. Mais je n'ai pas ouvert. Je suis restée assise dans mon fauteuil, le livre fermé sur mes genoux, écoutant ses appels se faire de plus en plus faibles, jusqu'à ce qu'il parte finalement, vaincu par mon silence. Après son départ, je me suis effondrée. Pas parce que je regrettais ma décision, mais parce que c'était épuisant de rester forte. J'ai pleuré pour la première fois depuis Versailles, des larmes silencieuses qui coulaient sans que je puisse les arrêter. Je pleurais pour le petit garçon qu'il avait été, pour la relation que nous avions eue, pour les rêves que j'avais nourris de voir mon fils devenir un homme bon et intègre. Mais je pleurais aussi de soulagement, parce que je savais que j'avais fait le bon choix, que l'aimer ne signifiait pas accepter d'être détruite par lui. Mes amies à Lyon, celles qui prenaient le café avec moi tous les jeudis à la boulangerie de la place Bellecour, ont essayé de me convaincre de lui pardonner. Simone, une femme douce qui avait perdu son mari l'année précédente, me disait que les mères pardonnent toujours, que c'est dans notre nature, que les enfants font des erreurs et que c'est notre rôle de les aider à se relever. Marguerite, plus âgée et plus sévère, ajoutait que la famille est sacrée, que le sang ne ment jamais, qu'un fils reste un fils, même quand il a mal agi. Elle parlait avec la meilleure intention du monde, mais aucune d'entre elles n'avait été volée par son propre fils. Aucune n'avait été exclue du mariage de son enfant parce qu'elle n'était pas assez bien pour la belle famille. Aucune ne comprenait vraiment ce que j'avais ressenti ce matin-là, quand Mathis m'avait appelé pour m'annoncer ma propre destruction avec une voix joyeuse, presque légère. Je leur ai expliqué calmement que le pardon sans changement réel n'est pas du pardon, c'est de la complaisance. Que si je pardonnais trop facilement, Mathis n'apprendrait rien. Qu'il recommencerait, peut-être pas avec moi, mais avec quelqu'un d'autre. Que mon rôle n'était pas de le sauver de ses erreurs, mais de lui permettre d'en comprendre la gravité. Elles ont hoché la tête, mais je voyais dans leurs yeux qu'elles ne comprenaient pas vraiment. Pour elles, une mère qui refuse de pardonner est une mère qui a échoué. Mais moi, je savais que c'était exactement le contraire. Un jour d'avril, j'ai reçu une lettre, pas de Mathis, mais de Clémence. Une lettre manuscrite, sur un papier luxueux avec un en-tête gravé en relief, probablement choisi dans une papeterie hors de prix du Marais. Son écriture était élégante et froide, chaque lettre formée avec une perfection qui trahissait des années d'éducation dans des écoles privées prestigieuses. Elle commençait par s'excuser, disant qu'elle n'avait jamais voulu que les choses se passent ainsi, que c'était sa mère, Geneviève, qui l'avait poussée à être dure avec moi, qui lui avait mis dans la tête que j'étais un obstacle à leur bonheur. Elle prétendait que Mathis l'avait convaincue que j'étais d'accord avec tout, que j'avais donné mon consentement pour la vente de l'appartement et le retrait de l'argent. Des mensonges, des justifications pathétiques qui ne tenaient pas debout. Elle terminait en disant qu'elle espérait que je pourrais un jour pardonner, que malgré tout, elle respectait ma force et ma dignité, qu'elle comprenait maintenant qu'elle avait jugé trop vite une femme qu'elle ne connaissait pas vraiment. J'ai lu cette lettre 2 fois, lentement, cherchant une once de sincérité dans ses mots. Mais tout sonnait faux, calculé, comme un exercice de réhabilitation d'image. Clémence ne regrettait pas ce qu'elle avait fait. Elle regrettait d'avoir été démasquée. Je suis allée dans mon salon, j'ai allumé un feu dans la cheminée et j'ai brûlé cette lettre, regardant les mots disparaître dans les flammes, les belles phrases se transformer en cendres.
Clémence ne méritait même pas une réponse. Elle avait montré qui elle était vraiment, et aucune lettre élégante ne pourrait effacer ça. 3 mois après le scandale de Versailles, au début de l'été, j'ai reçu une visite inattendue. Maître Rousseau s'est présenté à mon appartement un mardi après-midi, portant un dossier épais sous le bras et une expression grave sur le visage. Je lui ai offert du thé, et nous nous sommes assis dans mon salon, près de la fenêtre d'où on pouvait voir les toits de Lyon s'étendre jusqu'à la colline de Fourvière. Il m'a expliqué que la situation de Matisse s'était considérablement détériorée, qu'il avait perdu son emploi dans l'entreprise de conseil parisienne, que les Moreau avaient lancé une véritable campagne pour détruire sa réputation professionnelle, contactant tous leurs contacts dans le milieu des affaires pour s'assurer que personne ne l'embaucherait jamais. Matisse vivait maintenant dans un studio minable à Montreuil, un quartier difficile de la banlieue parisienne, travaillant comme livreur pour une plateforme en ligne, gagnant à peine de quoi payer son loyer et se nourrir. Il survivait, à peine. Maître Rousseau a sorti des photos du dossier, des photos de Matisse prises récemment, probablement par un enquêteur privé. Mon fils était méconnaissable, amaigri, les traits tirés, des cernes profonds sous les yeux, portant des vêtements usés. Il livrait des repas à vélo sous la pluie, montait des escaliers interminables avec des sacs lourds, dormait probablement très peu. L'avocat m'a regardé avec gravité et m'a demandé ce que je voulais faire. Est-ce que je voulais retirer ma plainte? Est-ce que je voulais lui donner une chance? Est-ce que je voulais intervenir pour l'aider à retrouver un emploi décent? J'ai pris les photos dans mes mains. J'ai regardé longuement le visage de mon fils. Ce visage que j'avais embrassé des milliers de fois quand il était enfant, que j'avais regardé avec fierté quand il avait obtenu son diplôme, que j'avais vu rayonner de bonheur quand il m'avait annoncé son premier emploi. Ce même visage était maintenant marqué par la souffrance, par les conséquences de ses propres choix. Une partie de moi voulait courir vers lui, le serrer dans mes bras, lui dire que tout irait bien, que je le pardonnerais, que nous pourrions recommencer. Mais une autre partie de moi, plus sage, plus forte, savait que ce serait une erreur, que Matisse devait vivre pleinement les conséquences de ses actes pour vraiment comprendre ce qu'il avait fait. J'ai réfléchi longtemps avant de répondre à Maître Rousseau. J'ai bu mon thé lentement, regardé par la fenêtre les nuages passer au-dessus de Lyon, pensé à toutes ces années où j'avais tout donné pour mon fils, et à comment il m'avait jeté sans la moindre hésitation. Finalement, j'ai dit à l'avocat que je ne retirerais pas la plainte, que Matisse devait affronter les conséquences de ses actes devant la justice, que c'était important pour lui, pour moi, pour le principe même de la responsabilité. Mais que je ne le laisserais pas mourir de faim non plus, parce que je n'étais pas comme lui, parce que même trahi, je restais sa mère. J'ai demandé à Maître Rousseau d'ouvrir un compte bancaire au nom de Matisse, un compte simple, sans accès direct pour lui, mais que l'avocat pourrait gérer. J'y ai déposé une somme modeste mais suffisante pour qu'il puisse se nourrir correctement, payer son loyer, avoir accès aux soins médicaux si nécessaire, survivre dignement. Pas pour le sauver, pas pour le réconforter, mais pour qu'il sache que même après tout, sa mère ne l'abandonnait pas complètement, qu'il y avait une différence fondamentale entre lui et moi, qu'une mère, même trahie, même blessée au plus profond de son être, reste une mère, que l'amour maternel ne signifie pas accepter tout, mais signifie continuer à se soucier même quand on a toutes les raisons de ne plus le faire. Maître Rousseau a hoché la tête, respectueux de ma décision. Il a dit que c'était un geste qui montrait ma grandeur d'âme, ma capacité à séparer la justice de la vengeance. Je lui ai répondu que ce n'était pas de la grandeur, c'était de la lucidité. Que Matisse devait apprendre que l'amour ne se vole pas, ne s'exige pas, ne se prend pas pour acquis. Qu'il se gagne, se mérite, se protège avec soin. Que les relations humaines, surtout les plus précieuses, sont fragiles et qu'une fois brisées, elles ne se réparent pas facilement. Les mois ont passé. L'été est arrivé, chaud et lumineux, transformant Lyon en une ville de terrasses animées et de soirées douces au bord de la Saône. J'ai commencé à voyager, à sortir de ma routine, à redécouvrir la France que j'avais négligée pendant des décennies. D'abord, je suis allée à Avignon, où j'avais toujours rêvé d'aller, mais n'avais jamais osé. J'ai marché sur le pont Saint-Bénézet, ce pont légendaire qui ne mène plus nulle part,
mais qui reste debout comme un témoignage du temps qui passe. J'ai visité le palais des papes, ces salles immenses et froides qui ont abrité tant de pouvoir et tant d'intrigues. J'ai mangé dans de petits restaurants où personne ne me connaissait et où je pouvais être simplement moi-même, une femme d'un certain âge qui redécouvre le plaisir de vivre. Puis, je suis allée à Annecy, au bord du lac, dans cette ville alpine où l'eau est si claire qu'on peut voir le fond. J'ai loué une chambre dans une petite pension de famille avec vue sur les montagnes et j'ai passé des journées entières à lire, à réfléchir, à me reconstruire pierre par pierre. Je me promenais le long du lac, regardais les cygnes glisser sur l'eau, m'asseyais sur des bancs pour observer les familles, les couples, les enfants qui jouaient sans se soucier du lendemain. Et petit à petit, j'ai senti quelque chose en moi se transformer. La colère s'estompait, laissant place à une forme de sérénité que je n'avais jamais connue auparavant. Pour la première fois de ma vie, je n'étais ni la fille de quelqu'un, ni la femme de quelqu'un, ni la mère de quelqu'un. J'étais Éléonore, juste Éléonore. Et cette simplicité était libératrice, presque enivrante. Je découvrais qui j'étais vraiment, au-delà de tous les rôles que j'avais joués, de toutes les attentes que j'avais essayé de satisfaire. Un après-midi à Annecy, alors que je prenais un café dans une petite terrasse près du canal, une femme s'est assise à la table voisine. Elle avait à peu près mon âge, peut-être un peu plus, des cheveux gris coiffés en chignon élégant, un visage doux marqué par les années, mais aussi par une forme de dignité tranquille. Nos regards se sont croisés, nous avons échangé un sourire poli, et puis, naturellement, nous avons commencé à discuter. D'abord de choses banales, le temps magnifique, la beauté du lac, les touristes qui envahissaient la ville en été. Puis, progressivement, la conversation est devenue plus profonde, plus intime. Elle m'a raconté qu'elle s'appelait Hélène, qu'elle vivait à Chambéry, qu'elle aussi avait un fils qui l'avait trahi. Son histoire était différente de la mienne dans les détails, mais identique dans l'essence. Son fils avait épousé une femme toxique qui l'avait progressivement éloigné de sa mère, jusqu'à ce qu'il rompe complètement le contact. Il avait choisi l'argent, le confort, une vie facile au détriment de la femme qu'il avait élevée seule après la mort de son père. Hélène m'a dit qu'elle avait pardonné, qu'elle avait tout accepté, pensant que c'était ce qu'une bonne mère devait faire. Et maintenant, elle vivait dans l'amertume, voyant son fils répéter les mêmes erreurs sans jamais apprendre, la contactant seulement quand il avait besoin de quelque chose, la traitant comme une ressource à utiliser plutôt que comme une personne à aimer. Je lui ai raconté mon histoire, sans rien omettre. La trahison, le vol, l'exclusion du mariage, Versailles, le refus de pardonner. Elle a écouté en silence, les larmes aux yeux, hochant la tête comme si chaque mot résonnait en elle. Quand j'ai terminé, elle a pris ma main dans les siennes, des mains marquées par le travail et le temps, et m'a dit d'une voix tremblante que j'avais fait le bon choix. Que parfois, aimer quelqu'un signifie le laisser tomber pour qu'il apprenne à voler de ses propres ailes. Que le pardon facile ne répare rien, qu'il ne fait qu'encourager la répétition des mêmes comportements destructeurs. Nous avons parlé pendant des heures, jusqu'à ce que le soleil commence à descendre derrière les montagnes et que l'air devienne plus frais. Nous avons partagé nos douleurs, nos doutes, nos espoirs. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas sentie seule. Je me suis sentie comprise, validée, forte. Hélène m'a donné son numéro de téléphone, m'a fait promettre de garder contact. Nous nous sommes revus plusieurs fois après ça, et elle est devenue une amie précieuse, quelqu'un qui comprenait vraiment ce que j'avais traversé. En rentrant à Lyon ce soir-là, alors que le train filait à travers les paysages alpins baignés par la lumière dorée du couchant, j'ai reçu un message de Mathis. Court, simple, différent de tous les autres. Il disait qu'il avait compris, qu'il ne me demanderait plus de pardon parce qu'il savait qu'il ne le méritait pas, qu'il respectait ma décision, même si elle lui faisait mal, qu'il passerait le reste de sa vie à essayer de devenir l'homme que j'avais voulu qu'il soit, même si je ne voulais plus le voir, même si je ne lui parlais plus jamais. J'ai lu ce message plusieurs fois, assise près de la fenêtre du train, regardant défiler les montagnes. Et j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de colère, mais de soulagement profond. Mon fils avait enfin compris.
Peut-être trop tard pour nous, pour notre relation. Mais pas trop tard pour lui, pour sa propre vie, pour son propre chemin. 8 mois ont passé depuis ce jour à Versailles. 8 mois pendant lesquels j'ai reconstruit ma vie pierre par pierre, comme on restaure une vieille maison abîmée par les tempêtes, avec patience, avec soin, sans précipitation. Lyon est resté mon port d'attache, mais je ne suis plus la femme qui vivait enfermée dans son appartement, attendant les rares appels de son fils, espérant des miettes d'affection comme une mendiante attend l'aumône. Je suis devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un que j'aurais dû être depuis longtemps, mais que j'avais oublié en cours de route. J'ai rejoint une association d'aide aux femmes victimes de violences familiales et d'abus psychologiques, une petite organisation installée dans le 7e arrondissement de Lyon, dans un immeuble discret, près de la place Jean Massé. Au début, j'y allais simplement pour écouter, pour comprendre que je n'étais pas la seule à avoir été manipulée, trahie, rendue invisible par ceux qui prétendaient m'aimer. Les réunions avaient lieu tous les mercredis soirs, dans une salle modeste mais chaleureuse, avec des chaises disposées en cercle et du thé qui infusait dans une vieille théière en céramique. Les femmes qui venaient là avaient toutes des histoires différentes, mais partageaient la même douleur, celle d'avoir été effacées, diminuées, détruites par des gens qu'elles aimaient. Il y avait Nadia, une femme d'origine algérienne qui avait fui un mari violent après 25 ans de mariage. Il y avait Sophie, dont la fille toxicomane lui avait volé toutes ses économies pour acheter de la drogue. Il y avait Chantal, dont les enfants adultes refusaient de lui parler parce qu'elle avait osé se remarier après la mort de leur père. Chacune portait son fardeau avec une dignité qui me bouleversait. Et petit à petit, en les écoutant, j'ai commencé à parler aussi, à partager mon histoire, à dire à voix haute ce que j'avais gardé enfoui au fond de moi. La première fois que j'ai raconté mon histoire complète au groupe, j'ai pleuré du début à la fin. Pas de honte, mais de libération. Dire les mots à voix haute, devant des femmes qui comprenaient vraiment, qui ne me jugeaient pas, qui ne me disaient pas que je devrais pardonner parce que c'est ce que font les bonnes mères. C'était comme enlever un poids écrasant de ma poitrine. Quand j'ai terminé, il y a eu un long silence. Puis, Nadia s'est levée, est venue vers moi, m'a prise dans ses bras et m'a dit simplement « Tu es courageuse. Tu as fait ce que j'aurais voulu avoir la force de faire il y a 20 ans. » J'ai découvert que mon expérience pouvait aider d'autres femmes à trouver le courage de dire non, de poser des limites, de se respecter, même quand tout le monde leur disait qu'elles devaient me pardonner et oublier. Je suis devenue une sorte de mentor pour certaines d'entre elles, surtout pour les plus âgées qui avaient passé toute leur vie à s'effacer devant leur famille. Je leur racontais comment j'avais résisté, comment j'avais tenu bon même quand Mathis était venu frapper à ma porte sous la pluie, comment j'avais choisi ma dignité plutôt que son confort. Et je voyais dans leurs yeux quelque chose s'allumer, une étincelle d'espoir, la compréhension qu'elles aussi méritaient le respect. L'association organisait aussi des ateliers de développement personnel, de gestion financière, de droit juridique. J'y ai appris des choses que j'aurais dû savoir depuis longtemps. Comment protéger légalement ses biens? Comment reconnaître les signes de manipulation psychologique? Comment établir des limites saines dans les relations familiales? Ces connaissances m'ont rendue plus forte, plus consciente, plus capable de me défendre. Mathis a tenu parole. Il ne m'a plus contacté directement après ce dernier message qu'il m'avait envoyé depuis le train. Mais j'ai appris, par Maître Rousseau qui continuait à me tenir informée avec une régularité bienveillante, qu'il avait radicalement changé de vie. Qu'il avait quitté Paris, cette ville qu'il avait transformée en quelqu'un que je ne reconnaissais plus, et qu'il s'était installé à Chambéry, au pied des Alpes. Il travaillait maintenant comme apprenti menuisier dans un petit atelier familial, fabriquant des meubles de ses mains, gagnant modestement sa vie, vivant simplement dans un studio près du lac du Bourget. L'avocat m'a raconté que Mathis se levait tous les matins à 6 heures, prenait son vélo pour aller à l'atelier, travaillait avec acharnement jusqu'au soir, apprenant un métier manuel qui n'avait rien à voir avec son diplôme en gestion d'entreprise. Il avait rompu tout contact avec Clémence et les Moreau, effaçant complètement cette période de sa vie comme on arrache une page pourrie d'un livre. Il suivait une thérapie avec un psychologue à Aix-les-Bains 2 fois par semaine pour comprendre comment il en était arrivé là, comment il avait pu trahir la personne qu'il aimait le plus au monde, comment il avait pu échanger l'amour sincère de sa mère
contre l'illusion de richesse et de statut social. Cette transformation ne m'a pas émue au point de courir vers lui, de lui ouvrir mes bras, de lui dire que tout était pardonné, mais elle m'a donné de l'espoir. Pas pour nous, pas pour notre relation qui était peut-être brisée à jamais, mais pour lui, pour sa propre vie, pour son propre chemin. Parce qu'un homme qui reconnaît ses erreurs sans chercher d'excuses, qui accepte la douleur de ses conséquences sans se victimiser, qui travaille sincèrement à devenir meilleur, cet homme-là mérite une seconde chance. Peut-être pas avec moi, mais avec la vie, avec lui-même, avec son propre avenir. Un jour de mai, alors que les cerisiers fleurissaient le long des quais du Rhône et que Lyon se parait de ses plus belles couleurs printanières, j'ai reçu un colis. Il était arrivé par transporteur spécialisé, soigneusement emballé dans du papier kraft épais, avec des coins renforcés et une étiquette fragile apposée sur chaque face. Pas de nom d'expéditeur, mais j'ai reconnu l'écriture sur l'étiquette. L'écriture de Matisse, que je connaissais depuis qu'il avait appris à former ses premières lettres à l'école primaire. J'ai ouvert le colis lentement, avec précaution, dans mon salon baigné par la lumière douce de l'après-midi. À l'intérieur, enveloppée dans du tissu de protection, il y avait une petite table en bois. Pas n'importe quel bois, mais du noyer français, avec des veines magnifiques qui couraient sur toute la surface comme des rivières sur une carte. La table était travaillée avec un soin extraordinaire, chaque détail montrant des heures de travail patient et minutieux. Les courbes étaient douces et harmonieuses, les joints parfaitement ajustés, les finitions impeccables. On voyait qu'elle avait été fabriquée avec amour, avec respect, avec cette attention aux détails que seuls les vrais artisans possèdent. C'était une œuvre d'art, humble mais magnifique, et glissée sous un pied, maintenue par un petit morceau de ruban, une note manuscrite sur du papier simple. Je l'ai dépliée avec des mains tremblantes. « Maman, je ne demande pas ton pardon. Je ne le mérite pas et je le sais, mais je voulais que tu saches que chaque meuble que je fabrique maintenant, je le fais en pensant à toi. En pensant à tout ce que tu as construit pour moi quand j'étais enfant, à toutes les heures que tu as passées à m'élever, à m'enseigner, à croire en moi-même quand je ne croyais pas en moi-même. Je ne peux pas réparer ce que j'ai cassé, je ne peux pas effacer la douleur que je t'ai causée, mais je peux essayer de construire quelque chose de beau avec ce qu'il me reste, avec la personne que je suis en train de devenir. Merci de m'avoir appris que l'amour véritable dit la vérité, même quand elle fait mal. Merci de ne pas avoir cédé quand j'ai frappé à ta porte sous la pluie. Si tu l'avais fait, je n'aurais jamais vraiment changé. Matisse. J'ai lu cette note plusieurs fois, assise sur mon canapé, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. Ce n'était pas une demande de pardon. Ce n'était pas une tentative de manipulation. C'était une reconnaissance pure et simple de ce qu'il avait fait, et une acceptation des conséquences. Pour la première fois depuis cette terrible journée de février, j'ai senti que mon fils commençait vraiment à comprendre. J'ai posé cette table près de ma fenêtre, celle qui donne sur la Saône et qui capte la lumière du matin. Chaque jour, en prenant mon café, je la regarde. Et je me souviens. Pas de la trahison, même si elle fait toujours partie de mon histoire. Pas de la douleur, même si elle a laissé des cicatrices que je porterai toujours. Mais de la leçon. Que parfois, laisser quelqu'un tomber est la plus grande preuve d'amour qu'on puisse donner. Que le pardon immédiat n'efface pas les conséquences et n'enseigne rien. Que la dignité se gagne en disant non quand tout le monde attend qu'on dise oui. Les femmes de mon association me demandent souvent, lors de nos réunions du mercredi soir, si j'ai pardonné à Matisse. Si je compte un jour le revoir, lui parler, reconstruire quelque chose avec lui. Je leur réponds toujours la même chose, avec honnêteté, je ne sais pas. Peut-être un jour, quand assez de temps aura passé, quand je sentirai que ce serait juste et sain pour nous deux. Peut-être jamais, si je réalise que certaines blessures sont trop profondes pour guérir complètement. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne regrette rien. Absolument rien. Parce que si j'avais pardonné facilement, si j'avais ouvert ma porte ce jour-là sous la pluie glaciale de mars, si j'avais accepté ses excuses sans qu'il change vraiment et profondément, je lui aurais donné la permission tacite de recommencer. De me trahir encore, peut-être d'une autre manière,
de croire qu'une mère pardonne toujours, quoi qu'il arrive, sans condition, sans limite. Et je ne suis pas ce genre de mère. Je suis celle qui aime assez fort pour dire « tu as gravement mal agi, tu dois assumer pleinement les conséquences, et je ne te sauverai pas de toi-même parce que ce serait te voler la possibilité de grandir vraiment. » Aujourd'hui, alors que j'écris ces mots dans mon appartement de Lyon, assise à ma table près de la fenêtre, avec le soleil de fin d'après-midi qui éclaire les pierres anciennes de la rue de la République et fait danser des reflets dorés sur la Saône, je me sens en paix. Pas une paix facile, pas cette sérénité superficielle qu'on obtient en évitant les conflits ou en fermant les yeux sur les injustices. Mais une paix gagnée, construite sur la vérité, sur le respect de soi, sur le refus absolu d'être une victime passive de ma propre histoire. Mon histoire n'est pas unique. Je le sais maintenant, après avoir entendu tant de récits similaires dans mon association. Partout en France, partout dans le monde, il y a des mères trahies par leurs enfants, des femmes utilisées, volées, jetées par ceux qu'elles ont élevées avec amour et sacrifice. On leur dit de pardonner au nom de l'amour familial sacré. On leur dit que c'est leur devoir de mère, que les enfants passent avant tout, que le sang est plus fort que tout. Mais moi, je dis non. Je dis non parce que l'amour sans respect n'est pas de l'amour, c'est de l'exploitation déguisée en affection. Parce que le pardon sans changement réel n'est pas du pardon. C'est de la complaisance qui permet aux abus de continuer. Si vous êtes une mère qui a été trahie, volée, humiliée par votre enfant, écoutez-moi bien, écoutez chaque mot que je vous dis. Vous n'êtes pas obligé de pardonner. Vous n'êtes pas obligé d'oublier comme si rien ne s'était passé. Vous avez le droit absolu de poser des limites claires et fermes. Vous avez le droit de dire que ce qui a été fait est impardonnable, ou du moins que le pardon devra attendre. Peut-être des années, peut-être pour toujours. Vous avez le droit de vous respecter vous-même, même si cela signifie perdre temporairement ou définitivement celui que vous aimez le plus au monde. J'ai appris quelque chose de fondamental dans cette épreuve. Au final, la seule personne avec qui vous passerez absolument toute votre vie, du premier souffle au dernier, c'est vous-même. Et vous méritez de vivre cette vie dans la dignité, dans le respect, dans l'amour-propre, pas dans l'humiliation silencieuse qu'on vous demande d'accepter au nom de la famille. Mathis n'est plus mon fils comme il l'était avant cette terrible journée de février. Il ne le sera probablement jamais plus. Il est devenu un homme que je respecte de loin, que je surveille avec un mélange d'espoir prudent et de distance protectrice, mais que je ne laisse plus entrer dans mon cœur sans protection, sans méfiance. La confiance qu'il a brisée ne se reconstruit pas facilement. Peut-être qu'un jour, dans des années, quand il aura vraiment prouvé par ses actes qu'il a changé, nous pourrons reconstruire quelque chose de nouveau. Une relation différente, plus adulte, plus équilibrée, basée sur le respect mutuel et non plus sur le dévouement aveugle que j'avais pour lui. Peut-être pas. Peut-être que cette rupture est définitive et qu'il devra vivre avec les conséquences de ses choix pour le reste de sa vie. Mais ce qui compte vraiment, ce qui me permet de dormir en paix la nuit et de me regarder dans le miroir chaque matin sans honte, c'est que j'ai survécu, que j'ai choisi ma dignité plutôt que son confort, que j'ai refusé d'être la victime éternelle de son égoïsme, et que je ne regrette rien, absolument rien de ce choix difficile mais nécessaire. Voilà mon histoire. Celle d'une mère qui a refusé d'être une victime résignée. Celle d'une femme qui a appris, tard dans sa vie mais pas trop tard, que dire non est parfois la plus belle preuve d'amour qu'on puisse offrir, à soi-même d'abord, et paradoxalement aussi à ceux qu'on refuse de sauver de leurs propres erreurs. Celle d'une Alsacienne têtue qui a compris que la sagesse ne vieillit pas avec le corps, elle devient simplement invisible pour ceux qui regardent le monde avec arrogance et mépris. Et si vous vous reconnaissez dans mes mots, si vous avez vécu quelque chose de semblable ou si vous vivez actuellement une situation comparable, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette douleur, que votre valeur en tant que personne ne dépend absolument pas de ceux qui vous ont trahi, peu importe leur lien de sang avec vous, que vous avez le droit de reconstruire votre vie selon vos propres termes, même à 65 ans comme moi, même à 70, même à 80. L'âge n'est pas une prison qui nous empêche de choisir notre propre chemin.
parce qu'il n'est jamais trop tard pour choisir soi-même. Jamais trop tard pour regarder son reflet dans le miroir et dire avec conviction « Je mérite mieux que ça ». Jamais trop tard pour être libre, vraiment libre, libéré du poids des attentes injustes et des sacrifices non réciproques. Aujourd'hui, je marche dans les rues d'Avignon, cette ville que j'ai appris à aimer pendant mes voyages de reconstruction. Je me promène le long du Rhône, je visite les petites galeries d'art cachées dans les ruelles médiévales, je prends mon café dans des terrasses où personne ne connaît mon histoire, où je peux être simplement Éléonore. Je participe aux réunions de mon association à Lyon, j'aide d'autres femmes à trouver leur propre force, je partage les leçons que j'ai apprises si douloureusement. Et je vis. Je vis pleinement, intensément, avec la certitude profonde que j'ai fait les bons choix, même s'ils étaient les plus difficiles. Quelques semaines après avoir reçu la table de Matisse, j'ai pris une décision importante. J'ai écrit une lettre, pas à mon fils, mais à moi-même. Une lettre où j'ai mis par écrit tout ce que j'avais appris, toutes les leçons de cette terrible épreuve, toutes les vérités que je voulais ne jamais oublier. Je l'ai scellée dans une enveloppe que j'ai placée dans le tiroir de cette belle table en noyer. Et un jour, peut-être, si Matisse et moi nous retrouvons vraiment, je la lui montrerai. Pour qu'il comprenne vraiment le chemin que j'ai parcouru. Pour qu'il sache exactement ce que sa trahison m'a coûté, mais aussi ce qu'elle m'a appris. Certaines mères ne sont pas faites pour être oubliées ou jetées comme des choses sans valeur. Certaines mères ne sont pas faites pour pardonner l'impardonnable au nom d'un amour qui serait à sens unique. Nous sommes faites pour être respectées, honorées, écoutées. Et si ce respect ne vient pas naturellement, alors nous avons le droit et même le devoir envers nous-mêmes de l'exiger. Si cette histoire vous a touché profondément, si vous avez ressenti la même douleur ou découvert la même force en vous, je vous invite sincèrement à vous abonner à cette chaîne. Parce qu'ensemble, nous ne sommes pas des victimes résignées. Nous sommes des survivantes dignes et fortes. Et notre histoire mérite d'être entendue, partagée, transmise à toutes celles qui se sentent seules dans leur combat. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ce matin glacé de février, quand la voix de votre propre enfant vous a annoncé votre propre destruction avec un calme qui glaçait le sang? Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez en ce moment ont vécu quelque chose de semblable. Peut-être pas exactement dans les mêmes circonstances, mais cette douleur de se sentir jeté, effacé, trahi par ceux qu'on a portés dans son ventre ou élevés comme les siens, cette douleur-là, elle ne ment jamais et elle ne s'oublie pas facilement. Vous savez exactement de quoi je parle, parce que vous l'avez senti, vous aussi. Cette brûlure dans la poitrine quand on réalise qu'on ne compte plus, qu'on est devenu invisible aux yeux de ceux pour qui on aurait donné sa vie sans hésiter. Ce que je viens de partager avec vous n'est pas qu'une histoire parmi tant d'autres. C'est un morceau de ma vie, de mes larmes, de mes nuits blanches où je me demandais si j'avais fait le bon choix en refusant d'ouvrir cette porte sous la pluie. Raconter cela m'a demandé un courage que je ne pensais pas posséder, mais je l'ai fait parce que je sais qu'il y a quelque part, peut-être dans votre salon à Paris, sur votre terrasse à Marseille, dans votre cuisine à Lyon, ou même de l'autre côté de la mer en Algérie, une femme qui a besoin d'entendre qu'elle n'est pas folle de poser des limites, qu'elle n'est pas une mauvaise mère parce qu'elle refuse l'inacceptable. Alors maintenant, je vous pose cette question du fond du cœur. Auriez-vous eu la force de faire ce que j'ai fait? Ou auriez-vous ouvert cette porte? Pardonné trop vite? Accepté l'inacceptable au nom de cet amour maternel qu'on nous dit devoir être inconditionnel? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je le sais bien. Chaque histoire est différente et chaque cœur sait ce qu'il peut supporter. Mais j'aimerais sincèrement connaître votre réflexion, votre ressenti, votre vérité à vous. Prenez un instant, juste un instant pour vous, et dites-moi dans les commentaires ce que cette histoire a réveillé en vous. Dites-moi si vous aussi vous avez vécu cette trahison qui vous a fait douter de tout ce que vous croyiez savoir sur l'amour familial. Dites-moi d'où vous m'écoutez en ce moment même, que ce soit depuis votre fauteuil préféré, depuis votre balcon qui donne sur la ville, depuis cette chambre où vous passez vos après-midi à réfléchir sur ce que la vie vous a apporté.
Votre présence ici, votre écoute attentive jusqu'à la fin, ça compte énormément pour moi parce que ça veut dire que nous partageons quelque chose de profond, quelque chose que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre s'ils ne l'ont pas vécu. Ces commentaires que vous allez laisser, ce ne sont pas juste des mots sur un écran. C'est une communauté de femmes fortes qui se construit, un espace où on peut enfin dire ce qu'on a sur le cœur sans être jugé, sans qu'on nous dise que nous exagérons ou que nous devrions être plus indulgentes. Chaque témoignage que vous partagez peut aider une autre femme qui se sent seule dans sa douleur, qui croit qu'elle est la seule à avoir vécu ça, qui pense qu'elle devrait avoir honte de ne pas pardonner immédiatement. Si mon histoire vous a touché, si elle a fait écho à quelque chose au plus profond de vous, je vous invite de tout cœur à vous abonner à cette chaîne. Parce qu'ici, nous ne sommes pas dans le jugement, nous sommes dans la vérité, dans le partage authentique de nos vies avec leurs blessures et leurs victoires. Nous sommes des femmes qui avons survécu, qui continuons à nous battre pour notre dignité et qui refusons d'être réduites au silence par ceux qui voudraient qu'on accepte tout sans jamais dire non. Vous savez, pendant des décennies, j'ai cru que ma valeur dépendait de mon dévouement à mon fils, que si j'étais une bonne mère, il m'aimerait toujours inconditionnellement en retour. Ce que j'ai appris dans la douleur, c'est que l'amour véritable ne demande pas l'effacement de soi, il demande le respect mutuel. Et si vous êtes ici à m'écouter jusqu'au bout, c'est probablement parce que vous aussi, vous avez compris cette vérité difficile mais libératrice. Alors parlez-moi, écrivez-moi, racontez-moi votre propre chemin. Dites-moi si vous avez trouvé la force de dire non ou si vous cherchez encore ce courage. Dites-moi d'où vous venez. Quelle ville, quel pays vous abrite pendant que vous écoutez ces mots qui résonnent peut-être comme un écho de votre propre vie. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne, parce qu'ensemble, nous sommes plus fortes que seules et nos histoires méritent d'être entendues, respectées et honorées comme elles le sont vraiment. Notre force ne réside pas dans notre capacité à tout pardonner sans condition, mais dans notre capacité à nous respecter nous-mêmes, assez pour exiger ce respect des autres, même de nos propres enfants. Et c'est ce message que je veux continuer à partager avec vous, encore et encore, aussi longtemps que vous voudrez bien m'écouter.